Ça y est, bienvenue à tous pour la deuxième preview pour nous, Run and Sun. Ça y est, la saison a commencé. La grosse preview de nos Phoenix Suns démarre aujourd'hui. Tout de suite, pour m'accompagner, mes experts, Monsieur Corentin, Monsieur Thierry. Comment ça va, les gars? Impeccable, impeccable. Bah, très bien, impatient de débuter cet échange. Bah ouais, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Alors tout de suite, je vous pose les bases. Donc, les sections pour notre grosse preview, on a bien bossé. Donc, on va commencer par le roster. On va faire un petit point rapidement sur ce qui s'est passé l'année dernière et évidemment surtout sur l'effectif de ce début de saison. Deuxième section, positif, négatif. On va faire un petit tour de table. On va citer chacun notre tour un point positif que l'on peut attendre cette saison de nos Suns et aussi évidemment un point négatif. Derrière, on va faire un petit passage quand même autour de Devin Booker, qui va être une grande question clé, le joueur, notre star. Qu'est-ce qui va se passer pour lui par rapport à cette saison? Donc, on va en discuter un petit peu, on va en débattre. On va passer évidemment à la troisième section, donc le joueur à suivre. On va citer chacun notre tour un joueur, ce qu'on attend, ce qu'on peut attendre en positif et en négatif aussi. Et puis évidemment, on va finir par un gros pronostic. Et là, c'est là où on vous attendra dans les commentaires. Donc, je pense qu'on est plutôt pas mal. J'espère que vous êtes prêts tous aussi derrière pour cette nouvelle saison des Suns. Donc, est-ce que c'est bon pour vous, les gars? On commence? C'est parti. Il y a un Allez, petit- on y va. Alors, la première section, le roster. Donc, le roster, comme je vous l'ai dit précédemment, on va faire un tout petit bilan. Est-ce que quelqu'un, je vous cite le bilan de l'année dernière rapidement et puis je vous donne la parole. Donc, nos Suns, vous le savez, superbe saison l'année dernière en 36-46, pas de play-in, pas de play-off, rien du tout, une saison catastrophique. On savait qu'on allait tourner la page et c'est là où vous allez le voir tout de suite dans notre effectif. On va vous l'afficher rapidement. Donc voilà, plus de Kevin Durant, plus de Bradley Beal, beaucoup de jeunesse. Corentin, toi, qu'est-ce que tu en penses de ce roster des Suns là? On passe du tout au rien, entre guillemets, façon de parler, d'une équipe avec beaucoup de stars, un salary cap qui était très élevé. C'est bizarre, en fait, c'est assez bizarre parce que la transition, j'ai l'impression qu'elle est tellement drastique. Parce que beaucoup de jeunesse, beaucoup de joueurs qu'on ne connaît pas forcément. On a eu la chance, nous qui n'avions pas beaucoup d'avenir avant, de pouvoir drafter un petit peu quelques joueurs, des nouveaux arrivants, des nouveaux visages. Donc on a vraiment un effectif qui est très remanié. Je suis moi-même surpris que Grayson Allen et Royce O'Neal soient encore dans l'effectif. Donc c'est vrai que voilà, on est assez hype parce que du coup, personnellement, je ne sais pas trop à quoi m'attendre. Mais ce qui est sûr, c'est que nos ambitions seront peut-être un peu moins hautes, ça c'est sûr, cette saison. Donc je suis content parce qu'on peut être que surpris. Juste avant que je te passe la parole, Thierry, je fais juste un petit récap quand même de ce qui s'est passé en termes de marché de transfert pour nous. Donc, comme on l'a dit précédemment, donc vous le rappelez, on a fait déjà une vidéo, n'hésitez pas à aller voir. Kevin Durant a donc été tradé du côté des Houston Rockets. On a profité pour récupérer Jalen Green, Dylan Brooks et évidemment quelques pics de draft, dont notre pick 10 de cette année qui s'est transformé en Kaman Malwak. On a aussi réussi à prendre à la draft deux autres joueurs qui sont Kobe Bree en fin de second tour et en pick 31, donc premier pick de second tour, on a pris Rashir Fleming. Et puis après, vous avez des petits contrats qui sont arrivés, Jordan Goodwin, qu'on connaît déjà. On a prolongé Colin Gillespie, des petits Jared Butler. Bon, voilà, rien. Et le gros trade, aussi, quand même, le gros trade qui est arrivé durant aussi la draft, c'est l'arrivée de Mark Williams. Qu'est-ce que tu en penses, toi, Thierry? Là, Corentin, c'est vrai qu'il en a plutôt bien parlé. Tu en penses quoi, toi, de ces effectifs-là en ce début de saison? Bah, à partir du moment où on n'avait pas de marge de manœuvre et que la situation était inexplicable, je trouve qu'on a fait un demi-bouton rouge. C'est-à-dire qu'on a visé deux joueurs qu'on ne voulait plus, Kevin Durant et Bradley Beal, et on a réussi à les sortir plutôt bien parce que on n'était pas en position de force. Et on a réussi justement à aller capter quelques joueurs qui viennent compléter l'effectif et drafter. Donc je trouve que c'était plutôt bien, c'est-à-dire que c'est pas, on repart pas d'une page blanche, puisqu'on garde quand même, on garde, je pense, les joueurs qu'on souhaitait garder. On a gardé, Quentin a dit, et toi aussi, des joueurs comme Royce O'Neal et Grayson Allen sont restés, et je pense que c'est bien parce que ça garde une stabilité et de l'expérience, donc on va pouvoir encadrer ces jeunes-là. Voilà, c'est honnêtement, on en a beaucoup discuté. Au mois de mai, on était quand même inquiet parce qu'on ne savait vraiment pas si on allait pouvoir faire des mouvements et comment on allait les faire. Aujourd'hui, je trouve qu'on s'en sort quand même plutôt bien, ce qui ne veut pas forcément dire, comme l'a dit Corentin, que les ambitions seront
importantes, mais elles permettent de pouvoir enfin tourner la page à cet entassement de stars qui s'est révélé stérile. Ouais, tout à fait. Surtout, il y a un point qui est important, c'est qu'on est, si je ne dis pas de bêtises, vous me confirmerez ça, mais on est 20 millions en dessous du premier épreuve. Donc, Exactement. on a fait on s'est fait de la place au niveau cap. Voilà, clairement, je pense que le propriétaire Mathis Biard, je pense qu'il en avait marre de mettre la main trop à la poche non plus, de sortir le chéquier. Donc là, clairement, on a fait de la place. Donc ça veut dire que ça peut nous permettre aussi de bouger dans la saison. Hein. C'est pas, je pense que vous êtes d'accord avec moi, c'est pas sûr qu'on finisse la saison avec cet effectif-là. En tout cas, ça pourrait, je pense, bouger. Et justement, une des premières grosses questions par rapport à ce roster, c'est pour vous là, quand on débutera la saison, parce que la pré-saison a déjà commencé, quel va être le 5 majeur de nos Suns? Parce qu'il n'y a pas une plétitude de talents, bon, en tout cas pour l'instant, mais il y a des options. Toi, Corentin, ton 5 majeur, ça serait quoi là pour le début de saison? Bon, de toute manière, on va aussi aller au talent. Meneur Devin Booker. Poste 2, je mets Jalen Green. Je vous préviens, ça va jouer petit. Hein. Poste 3, je mets Ryan Dunn. Poste 4, je mets Brooks. Et je mets Mark Williams en pivot. Parce que au moment donné, il faut y aller aussi au talent. Il y a des joueurs comme Allen, O'Neal, même Kaman Maluak, je pense que c'est très très bien. Ou Gillespie, qui peut prendre des minutes en sortie de banc, c'est très bien. Le truc, c'est qu'on n'a pas de poste 4. Donc, forcément, c'est un peu complexe. Donc, je pense que Brooks est indispensable dans le 5. On l'a vu là, contre les Lakers hier soir. Le gars, il joue un match de pré-saison. J'ai l'impression qu'il est en finale NBA. C'est quelque chose qu'on aura besoin. Donc, pour moi, il est indiscutable dans le 5. Ryan Dunn, je trouve que c'est un talent brut à polir. Et que ce serait dommage de le faire sortir du banc pour mettre qui à la place. Grayson Allen, c'est dommage. On est en train de tourner une page, comme dit Thierry, pour aller sur l'avenir. Donc pour moi, c'est ça. Booker, Green, Dunn, Brooks et Mark Williams s'il est en bonne santé. Voilà. Et puis on parlera un petit peu après du reste du roster. Ouais, toi, Thierry, ton 5 majeur? Alors, je suis sur le même 5 majeur que Corentin. Je fais juste une petite inversion. Je pense que c'est Dunn qui jouera poste 4. Parce que plus grand, plus vertical. Après, ça ne veut pas dire d'ailleurs, ça peut switcher. Hein. Mais effectivement, je pense que c'est le 5 qui va démarrer. Est-ce que c'est le 5 qui jouera sur la saison? Je mets un petit parce que ça va notamment Ryan Dunn, de comment il évolue. Dans ce 5-là, parce que je pense qu'un joueur comme Nigel Hayes-Davis peut prétendre lui aussi dans la saison à venir starter sur le poste 4. Mais oui, effectivement, on va être globalement à ça, puisqu'ils l'ont dit, et de toute façon, contractuellement, étant obligés de faire jouer leurs deux plus gros contrats que sont Booker et Green, les deux joueurs vont devoir s'adapter sur le poste arrière. Il semble y croire. Pourquoi pas? Effectivement, aujourd'hui, on se rend compte que le meneur, celui qui joue meneur dans une équipe, pas forcément celui qui remonte la balle. À voir. On est tous un peu sceptiques. J'ai l'impression qu'on se retrouve un peu quand même dans la situation d'il y a un an avec Booker, Bill, même si on ne peut pas comparer Bill et Green. Donc à voir si la mayonnaise peut prendre. Ouais, c'est ça. Je suis d'accord avec toi, Thierry, sur le fait qu'en fait, on sorte surtout d'une mauvaise expérience. Donc, c'est vrai que de repartir un petit peu dans la même idée, ça fait un peu peur. Mais moi, je vous suis. Hein. Pour moi, c'est le 5 majeur de ce début de saison. Je pense que de toute façon, Ryan Dunn va être envoyé en mission sur le meilleur joueur adverse voilà, dès qu'on sera en défense. Donc, je trouve qu'il y a un équilibre plutôt pas mal, surtout sur le plan offensif. Les premières rotations pour vous, comment ça va se passer? Vous voyez qui? Parce que je pense qu'un joueur comme Colin Gillespie va sortir rapidement du banc, j'ai l'impression, parce qu'il a quand même montré des belles choses l'année dernière et je trouve qu'il y a du talent. Vous pensez qu'il y a qui va sortir? Peut-être Nigel Hayes-Davis? Est-ce qu'un joueur comme Malouak est prêt déjà à sortir du banc? Est-ce que Oso Ighodaro peut être la première option derrière Mark Williams? Toi, Corentin, ce serait quoi à peu près, on va dire, tes premières rotations là, pour sortir du banc? Si on suit la logique de ces dernières années, et je pense que ce sera la même avec Jordan Hott, pour moi, déjà, Booker va jouer le premier quart-temps en entier. Il jouera les 12 premières minutes. Donc, Gillespie, pour moi, il n'est pas prêt de rentrer. On le verra dans le deuxième. Il aura 15 minutes de temps de jeu maximum par match, même pas.
Donc là-dessus, je te rejoins pas. Pour moi, Gillespie, c'est vraiment, il y a quand même un gap. On a trop besoin de Booker, on en parlera. On est dépendant à lui. Pour moi, mes premières rotations, et c'est ce que je souhaite. Alors, j'adore Oswego Ighodaro, mais pour moi, mon idéal au poste de pivot, avoir l'état de santé de Mark Williams et son niveau, mais a priori, Mark Williams sera numéro 1. Je veux que directement ce soit Kaman Maluar qui rentre derrière. Parce que Nick Richards, il coûte 5 millions et c'est pas un joueur d'avenir. Oswego Ighodaro, ben, c'est un bon joueur, mais je trouve que le potentiel de Kamen Maluar est 10 fois plus élevé, alors qu'Oswego Ighodaro, on connaît déjà un petit peu son plafond. Donc je pense que comme on est dans cette optique un petit peu de reconstruire, c'est pas grave si on perd des matchs cette année, on a tous bien compris. Donc allez, fous-moi Kamen Maluar, là, qu'il ait 20 minutes au moins 20 minutes par match, 20-25 minutes là, en sortie de banc. Pour moi, ma première rotation, c'est Kamen Maluar. Et ensuite, sur les ailes, ça va jongler. Ça va jongler en fonction un petit peu. Je pense qu'il faut toujours qu'on garde ou Ryan Dunn ou Dylan Brooks sur le terrain pour avoir un bon chain guard. Et après, ça va tourner avec Royce O'Neal, avec Grayson Allen. Donc, moi, la première rotation, c'est au poste de pivot, Kaman Maluar. Voilà, 7-8 minutes après le début du match, il va rentrer tranquillement. Et ensuite, c'est je pense que quand notamment Green va sortir fin du premier, on dirait que je suis coach quand je dis ça, mais pas du tout. Quand Green va sortir, je pense que c'est Grayson Allen qui va rentrer dans la foulée. Parce que on en parlera un peu plus tard, mais il faut quand même avoir des mecs qui soient capables de mettre des petites bombinettes. Donc voilà pour moi par rapport à cette rotation, j'ai beaucoup d'attentes sur ce poste de pivot parce que Nick Richards et Mark Williams, c'est pas l'avenir entre guillemets. Donc plus il a de temps de jeu comme Maluar, plus ça me va. Même s'il fait des erreurs, c'est pas grave. Qu'il grandisse vite, c'est un jeune qui doit progresser. Voilà pour mes rotations. Ouais, toi Thierry, ça serait quoi toi, tes premières rotations là? Alors, sur le secteur intérieur, alors je vais avoir un avis différent de Corentin. Moi, je pense que Maluak, faut le préserver. Lui donner des minutes, c'est certain, hein, mais il faut le préserver. Et pour moi, Richard, je veux pas trop en entendre parler à partir du moment où Mark Williams est en bonne santé. Parce que alors, c'est toujours l'incertitude, mais Mark Williams, il a 24 ans. Mm. Je pense que sur un poste de pivot, si sa santé est au rendez-vous, ce qui n'est pas le cas depuis qu'il est en NBA, je pense moi, je me projette avec lui parce il répond en tout cas à ce que moi j'attends d'un pivot et surtout des profils qu'il aura en face. Parce que je pense que c'est un pivot qui est capable de gêner les stars, notamment dans notre conférence Ouest, qu'il y a sur ce poste-là. Par contre, moi, je suis pour Oso. En fait, je suis pour Oso Ighodaro sur de la rotation parce qu'il est complet, parce qu'on sait ce qu'il va donner de l'énergie et que je suis assez surpris qu'il arrive quand même à la progression qu'il a eue, elle est importante et je pense qu'il est capable de progresser d'autant. Et je voudrais à la fois Malouak, c'est un pick 10. Et on sait très bien que quand on est piqué dans le top 10, ça peut être très dur, on peut être jugé très sévèrement. Je pense qu'il faut être patient avec lui. Et c'est pour ça que je préfère que Oso Ighodaro vienne le prendre, d'autant qu'Oso peut aussi jouer poste 4, donc dans des rotations plus larges. Je suis d'accord avec Corentin sur le poste arrière. Booker doit faire 40 minutes sur la main, entre 35 et 40. Et je pense que Gillespie aura peu de temps de jeu, surtout en début de saison, parce que le coach va certainement vouloir des certitudes tout de suite pour pouvoir travailler, peut-être pas trop faire de tests. Donc il faut s'attendre à peu de minutes pour Gillespie ou du garbage et plutôt privilégier, je pense, Grayson Allen sur une rotation sur le poste arrière avec les deux starters. Et dans les ailes, je suis entièrement d'accord, il faut que Brooks, de toute façon, Brooks et Dunn sont nos deux défenseurs élites. Brooks est certainement le gros leader vocal, un peu comme on a pu avoir quelques années, notamment avec des Chris Paul et autres, des joueurs, des aboyeurs qui vont être beaucoup sur le dos des jeunes et pour qu'ils ne lâchent rien. Et derrière Ryan Dunn, je pense que Nigel Hyde-Davis sera la solution pour venir soulager. C'est quand même un joueur, on est en train de parler d'un top joueur européen sur les 2 dernières saisons. Donc on va voir comment il va pouvoir s'adapter au jeu NBA. J'ai pas trop de doute que c'est un joueur qui va nous permettre de lier le collectif. Donc voilà. Après, il a beaucoup d'autres joueurs derrière, de jeunes. On a parlé de Fleming, Kobe Brea et autres. Voilà, je pense que c'est des joueurs qui auront des bouts de minutes, mais je pense que si on arrive à trouver cette rotation à 7-8 joueurs cohérente,
elle est d'abord importante et après à voir en fonction des... On a quand même des joueurs qui sont des abonnés de l'infirmerie, donc tout le monde aura sa chance à un moment donné. Mais moi, je suis plus pour resserrer une rotation au départ et petit à petit l'ouvrir si on estime qu'on a fait les bonnes collections. Ouais, ouais, je vous rejoins un peu tous les deux. Pour le poste de pivot, je te rejoins Thierry. Je pense que Maloir, je pense qu'on le verra plus sur une deuxième partie de saison. Mais je pense que sur la première partie de saison, je dis pas qu'on va pas le faire jouer, mais j'ai l'impression que déjà, c'est qu'un match de pré-saison hier soir. Mais Osso a débuté. Je pense, moi, je m'attendais plus à voir Malouard ou Nick Richards. Et en fin de compte, pas du tout. Et ça ne veut peut-être rien dire, mais pour moi, c'est un signe. Ça veut dire que Osso, il plaît à Jordan Hott, notre nouveau coach. Donc, et moi, j'aime bien. Je trouve que Osso, c'est un joueur très intelligent, qui a une bonne qualité de passe, une bonne vision. Il a des bonnes mains. J'aime bien. Je trouve qu'il a vraiment progressé en une saison. C'est ça qui est intéressant. Je trouve Malouard, ouais, il faut lui laisser le temps parce que je pense qu'il y a beaucoup de boulot quand même. Et comme on l'a dit, c'est un diamant brut, mais il va falloir le tailler parce que je pense qu'il y a beaucoup, beaucoup de travail. Mais voilà, on va bosser avec lui. Après, je pense que oui, on va retrouver toujours les mêmes en rotation, c'est-à-dire Grayson Allen, Royce O'Neal, qui sont des vrais joueurs de banc, de rotation. Moi, j'aime bien Gillespie. J'espère qu'il aura quand même un petit peu de temps de jeu. Et je pense que ouais, Nigel Hayes-Davis, pareil. Je pense qu'il va jouer. Je pense que ça va être le poste 4 en sortie de banc. Donc, ça peut être intéressant. Et hâte de voir aussi des jeunes hein, comme Rachir Fleming, hein, que j'aime beaucoup aussi. Donc, mais on a globalement, on est tous d'accord, on a à peu près le même 5 de départ. Dites-nous, vous, dans les commentaires, pour vous, comment les Suns devraient démarrer et quels sont un petit peu vos joueurs en rotation là qui devraient arriver rapidement. Je pense qu'on a fait un bon point sur tout ce qui est le roster. On va passer maintenant à la deuxième section. Là, ça va être vraiment plus intéressant parce qu'on va parler sûrement plus technique, les points positifs et négatifs. Donc, comme je vous l'ai dit, positif, négatif, on va faire un petit tour de table. On va commencer par tout ce qui est positif. Qu'est-ce qu'on peut attendre, on va dire, de bien de nos Suns cette saison? Toi, c'est quoi ton point positif, Corentin, pour la saison qui arrive? La jeunesse et l'avenir, parce que je pense qu'il y a 4-5 mois en arrière, d'ailleurs je tiens à souligner le travail de Brian Gregory sur cet été, parce que pour une première intersaison, je trouve qu'il a extrêmement bien bossé. Alors évidemment, on n'a pas une équipe qui va jouer le titre, mais quand on voit ce qu'il avait dans les mains, les situations qu'il avait à gérer pour un premier poste, notamment cut Bradley Beal, etc., gérer le cas Kevin Durant, je trouve qu'on s'en sort très bien. Moi, tu m'aurais dit au mois de mai, on commence la saison avec un top 10 de draft, des jeunes joueurs, un Dylan Brooks, un Mark Williams, etc. Et en soi, on a perdu Kevin Durant et Bradley Beal, mais on s'en fout. On n'a pas trop lâché. On a lâché quoi, notre pick 29 de cette année qu'on a donné à Charlotte pour avoir Mark Williams. J'aurais signé tout de suite. Donc, je suis content. Jeunesse et avenir, jeunesse, parce que des jeunes que tu as sous garantie de contrat au moins 3-4 ans suivant les extensions. Donc, tu peux te projeter, tu peux les voir évoluer. Et je pense que la saison sera beaucoup plus intéressante à suivre parce qu'on sait que les jeunes, certains ont des évolutions très rapides. Donc là-dessus, je suis content. Et avenir, parce qu'il y a quelques mois en arrière, c'est pareil, on n'avait aucun avenir. On n'avait aucun pic. On n'avait que des vieux joueurs avec des contrats énormes. On était bloqués de partout parce qu'on était au-dessus du second plan. On ne pouvait pas faire un trade. On ne pouvait pas faire un échange. Rien du tout. Là, on se retrouve en dessous du first apron. On peut trader comme on veut. On a une mid-level exception. Bon, on a 20 millions de dead cap parce qu'on a le contrat de Bradley Beal qui nous pèse, mais je suis très content parce que j'ai vraiment cette sensation de libération et d'avenir, en fait, de se dire on a vraiment de quoi se projeter avec des jeunes très intéressants. Je trouve qu'on a bien drafté, c'était très intéressant. Et ce qu'on a récupéré aussi comme pièce, faut quand même rappeler que Jalen Green, il a quoi, 23 ans, que Brooks est encore sous contrat pendant 2 ans. Donc en fait, on avait un projet qui était à terme et comme tu disais tout à l'heure, Thierry, on fait un semi-bouton rouge, mais on se retrouve avec un projet à moyen terme avec en même temps quelques certitudes pour l'avenir. Donc moi, je veux vraiment suivre ce point-là, la jeunesse. Et je pense que malgré le fait qu'on soit dans la pire des conférences, mais on n'est pas non plus une équipe qui va tanker. Donc c'est ça qui est intéressant. C'est pas Washington, c'est pas Utah, tu vois, parce que tu as quand même Devin Booker. Donc très intéressant de voir comment cette jeunesse va réagir. Et toi, Thierry?
Mais écoute, moi, ça va être. Il y a un petit lien avec toi. Moi, ça va être surtout le vent de fraîcheur, mais dans le sens où on acte enfin un nouveau départ. On s'est entêté à croire que l'association de trois joueurs qui ne sont absolument pas complémentaires de par leur similitude de poste ou de responsabilité. Donc là, on a enfin tourné cette page en tirant la chasse et en évacuant ce qu'on voulait évacuer. Donc moi, je trouve que, en tout cas, en tant que fan, la posture, elle change, puisque cette année, on a moins d'attentes, donc ça devrait générer beaucoup moins de frustration, parce qu'on sait que ça va être compliqué. Tu l'as dit, il y a une conférence qui est très épaisse, qui s'est encore bien renforcée cet été. Donc, on va être outsider sur la quasi-totalité des rencontres, du moins à l'ouest, qu'on va pouvoir faire. Donc, on ne va pouvoir que surprendre, même si effectivement le fait d'avoir un joueur notamment comme Booker fait qu'il y a quand même des minima qu'il va falloir respecter parce qu'un joueur de son talent et de son poids ne pourra pas accepter effectivement l'équivalent du tanking. Donc moi je suis très excité, j'ai l'impression de faire un bond de quelques années en arrière, l'époque pré-bulle ou bulle ou juste après bulle où effectivement on était un tout petit peu dans la même situation avec quand même beaucoup de nouveaux joueurs et de la jeunesse et du potentiel et on était très curieux de voir ce que ça va donner. Donc voilà, moi j'ai vécu l'année dernière ou même la saison précédente, quand tu aimes ce sport et quand tu aimes cette équipe, c'était très très difficile. Hein. J'avais l'impression d'aller de chaque soir d'aller voir un proche à l'hôpital. Hein. C'était hyper pesant. Maintenant, voilà, place à ça. Alors on sait que cette fraîcheur, elle peut vite s'éteindre, hein, parce que 3 matchs et tu prends 3 fois 30 points d'éclat et tu peux te dire, oh là, ça va être long. Mais voilà, hypé par ça et voir ce que ces jeunes vont pouvoir faire. Quel est leur plafond? Comment nous on les évalue, mais quel va être leur réel plafond sur la première saison et comment beaucoup de revanchards. Je pense pas qu'un joueur comme Dylan Brooks, il accepte de prendre des branlées et de lâcher les matchs à la moitié du troisième quart-temps. Donc voilà, on va voir un peu comment ça va pouvoir tout ça s'allier. Et toi, Mathieu, Bah moi, qu'est-ce qui te hype pour la saison prochaine? moi j'ai pris, on n'en a pas parlé parce que c'est vrai que c'est important, c'est Jordan Hott, c'est notre nouveau coach. On n'en a pas parlé, c'est vrai, lors de la première section de roster. C'est important, nouveau coach, hein, Mike Budenholzer, merci d'être passé, c'était super. Merci pour l'ambiance. J'aime. Pourquoi je prends Jordan Hott? Parce que déjà, je trouve ça rejoint ce que vous venez de dire, c'est-à-dire un effectif jeune à peu près, quand même, on peut le dire, beaucoup de jeunes qui arrivent, un nouvel élan, un nouveau départ. Qu'est-ce qui est de mieux que ça pour accompagner un nouveau coach en fait jeune? Jordan Hott, il a à peine un peu plus de 40 ans, c'est un jeune coach. On va pas se mentir, on ne connaît pas grand-chose de Jordan Hott. Alors, il a une super réputation, hein. Ça, c'est ce qu'on entend toujours, hein, je pense, globalement. Mais voilà, il sort. Là, il vient d'arriver. Son dernier poste était du côté assistant du côté des Cavs. On va pas se mentir, hein, la saison de Cleveland l'année dernière, c'est au moins la saison régulière est exceptionnelle. Apparemment, en grande partie, le jeu offensif, l'évolution de pas mal de joueurs, dont Evan Mobley, c'est Jordan Hott. Et moi, j'attends beaucoup parce que enfin, je sais pas ce que vous en avez pensé, mais j'ai aimé son discours depuis le début. J'ai aimé, en tout cas, les valeurs qu'il voulait mettre en place du côté de nos Suns, c'est-à-dire évidemment une défense agressive, hein. On sait qu'il veut mettre une culture très défensive, de la bataille. Mais j'ai bien aimé aussi l'idée. Il a compris, il a regardé son effectif, il n'est pas aveugle. Il voit bien qu'on est un effectif jeune. Donc, qu'est-ce qu'on fait quand on est un effectif jeune? Bah, faut que ça court, faut que ça aille vite, faut que ça joue en transition. Donc, je trouve que c'est plutôt. Il a plutôt bien compris. Et je trouve que même rien que dans un match de pré-saison hier soir, oui, c'est contre les Lakers qui n'ont pas Doncic et les LeBron James. Mais globalement, on a vu ce qu'il a voulu mettre en place. C'est-à-dire que pendant combien de fois, pendant des années, on a vu des coachs nous dire oui, bah mon équipe elle va faire ci, elle va faire ça. Et puis en fait, on regarde 2 matchs, 3 matchs et on fait, mais en fait, tout ce qu'il a dit, on l'a jamais vu en fait. Et bah, je trouve en un match, en un seul match de précision, je me suis dit, ok, il a mis une base, il a mis quelque chose en place et les joueurs le respectent. Donc moi, Jordan Hott, ouais, c'est mon point positif parce que je pense que ça peut être une belle surprise. Je pense que c'est un très bon coach et j'espère qu'il va savoir imposer vraiment son point de vue, ce qu'il a envie de mettre en place. Donc moi, c'est mon gros point positif. Juste avant qu'on passe justement au point négatif, qu'est-ce que vous en pensez, juste rapidement, vous, de Jordan Hott, de ce nouveau coach, toi ou Corentin? Qu'est-ce que tu en penses, toi? Je suis beaucoup plus mitigé que toi.
Je suis très content qu'on ait un nouveau coach parce que voilà, il fallait du renouveau. Comme dit Thierry, on lance un nouveau cycle. Donc c'est bien. Le problème, c'est que c'est mon gros point flou. Je ne sais pas absolument pas quoi en penser. Parce il arrive dans un effectif jeune, mais qui en même temps ne veut pas prendre trop le temps non plus. Il faut quand même aller assez vite. On a Devin Booker qui va vite s'impatienter. Un coach avec des idées, un coach référencé comme assistant. On sait que c'est pas le même métier parce que là, tu es beaucoup plus exposé. Là, ça va, on est en pré-saison, tout est beau, ça joue bien, les camps d'entraînement, voilà, on connaît, hein, les média days, voilà, les violons sont sortis, on sait très bien. Quand on va être dans le dur, là, eh ben moi, j'ai hâte de voir comment on va réagir et comment ça va se passer. Parce que tenir un vestiaire, c'est pas pareil qu'être assistant et former des jeunes. Tu vois ce que je veux dire? Je pense que c'est un très bon choix. Et pour aller encore plus loin et pour revenir sur les choix de Brian Gregory depuis le début, c'est un choix qui a été longuement réfléchi. Il y a eu beaucoup, beaucoup d'étapes pour sélectionner ce coach. Donc, allons-y. De toute manière, j'ai envie de te dire, on n'a pas grand-chose à perdre. Mais moi, de là à mettre un point positif, le problème, c'est que c'est un brouillard. Je ne sais absolument pas. On a compris un petit peu ce qu'il voulait mettre en place, le fonctionnement de jeu, la vitesse, etc. La défense, oui. Je veux dire, même moi, tu me mets sur le banc des scènes, je veux dire, c'est ça qu'il faut faire. Tu vois ce que je veux dire? Maintenant, c'est l'application. L'application, là, c'était un match de pré-saison, ça sert à Bien sûr. donc j'ai hâte de voir. Je suis hype dans le sens où j'ai hâte de voir, mais je ne me fais pas de faux espoirs parce que ça peut être très bien, la mayonnaise peut prendre, mais ça peut aussi être une énorme catastrophe. Donc voilà, moi je suis très mitigé. Toi Thierry, t'en penses quoi un petit peu de Jordan Hutt? Écoute, moi, Jordan Hutt, il me fait penser à. Alors, on a beaucoup lu, on a attendu quand même, il s'exprime pas beaucoup, donc le Media Day a été le moment où on l'a quand même un petit peu entendu. Moi, il y a un parallèle que je voudrais faire entre ce coach-là et il me fait penser à un autre coach à son arrivée à la tête d'une franchise NBA. Il me fait penser à Eric Spoelstra, à savoir un jeune coach avec visiblement des nouvelles idées, ou en tout cas une vision un peu moderne du basket, en ne négligeant pas les fondamentaux. Cette pensée m'a fait me replonger un petit peu en 2008 lorsque Eric Spoelstra a été nommé. Lorsqu'il est nommé, il était assistant déjà au Heat, hein, mais lorsqu'il est nommé à la tête, il a Dwayne Wade, et ensuite autour de lui, il a globalement des joueurs moyens, avec un Jermaine O'Neal en fin de carrière, avec l'arrivée de pas mal de jeunes, dont à l'époque Michael Beasley, etc., etc. Donc il a pas un effectif extrêmement fourni, mais avec un très gros joueur, mais avec des joueurs de collectif, Denis Aslem et autres. Et je trouve qu'il y a une petite ressemblance. Je compare pas le niveau d'un Dwayne Wade et d'un Booker, je veux pas lancer de débat là-dessus, mais dans le sens où il avait un vrai joueur établi, et derrière avec des soldats et des jeunes qui arrivaient. Et je me dis, est-ce que ce coach-là, est-ce qu'il est certainement moins talentueux que peut-être d'autres qui ont postulé, mais est-ce qu'il ne faut pas à un moment donné faire table rase de tous ces coachs qui ont écumé toutes les équipes, parce qu'on a besoin de fraîcheur, et est-ce que c'est pas justement un coach qui va surtout lui aussi progresser au même titre que ses joueurs, et est-ce que j'ai envie de me projeter avec lui sans forcément attendre beaucoup là maintenant, mais je suis très curieux de voir. Je pense qu'instaurer des principes, tenir un vestiaire dans le sens où il y a des règles, et dans le sens où à un moment donné, d'influencer aussi son general manager sur les prochains recrutements, les prochains mouvements, de privilégier des joueurs qui veulent bosser en équipe plutôt que du talent. Je ne suis pas persuadé qu'il faille forcément avoir beaucoup de talent, il en faut un peu, mais je privilégierais toujours un vrai collectif, en tout cas pour avoir de la stabilité, de la durée. Je pense qu'il y a beaucoup de franchises qui s'en sont inspirées, Miami aussi. Certes, ils ont attiré des très grands talents, mais ils ont été capables à un moment donné d'avoir une ligne directrice et d'être capables de prendre des joueurs moyens et d'en faire des très bons joueurs qui, au final, apportaient ce qu'il fallait. Donc, ouais, moi, j'ai beaucoup d'espoir. Je ne sais pas vraiment où ça mènera. Est-ce que ça mènera dans le sens où Mathieu le voit? Est-ce que ça rejoindra le côté un peu perplexe pour l'instant que tu as, Corentin? Mais je pense en tout cas que le choix de ce profil est intéressant. Maintenant, c'est que le terrain, si Booker lui balance la serviette au bout de 15 matchs, son sort sera vite réglé. Donc à lui d'être capable de fédérer ça, en tout cas. Il correspond à l'effectif qu'il a.
Je veux dire, aujourd'hui, il n'y a pas de scission. On s'en rappelle quand on a eu un coach qui voulait que défendre avec des joueurs qui voulaient qu'attaquer, bah forcément, c'était pas trop le truc. Là, ça semble, en tout cas, matcher. Ouais. Là, je te rejoins, il y a une cohérence entre Ouais. voilà, l'effectif et le coach qui était choisi. Voilà. On a- Là, je vous rejoins tout à fait, une vraie cohérence. Ouais, c'est ça. On a tourné la page d'en haut jusqu'en bas, des joueurs jusqu'au staff. Et souvent, je pense qu'à un moment donné, c'est ce qu'une franchise a besoin, surtout quand voilà, on enchaîne les échecs. Donc voilà, dites-nous, vous, votre point positif dans les commentaires. Dites-nous si Jordan Hott, vous avez beaucoup d'espoir. Là, on va passer sur quelque chose, ça fait moins plaisir, hein, les points négatifs. Corentin, toi, qu'est-ce que c'est? Tu t'attends à quoi qui va pas être un peu crado cette année pour nos Suns? Bah alors là, les gars, bon courage pour en trouver un point plus crado que ça. Les gars, le ball handling. Qui dans cette fête? Je mets Booker de côté, qui sera notre. Comment ils appellent ça? Le point book. Voilà. Qui, dans cet effectif, est capable d'avoir la balle en main, de mener une attaque, de distribuer des ballons, de poser le jeu, de filer des caviars? Alors, Jalen Green peut jouer, mais que pour lui. Tu vois ce que je veux dire? Il n'est pas encore dans ce truc-là. Qui, dans cette équipe, demain, peut-être que Booker va sortir 15 minutes par match. Sur ces 15 minutes, j'aime bien Colin Gillespie. Bon joueur, sympa. J'aime bien Jordan Goodwin. Très sympa. Mais demain, qui est capable dans cette équipe de tenir le ballon? Je vous annonce, les gars, l'année prochaine, on va être top 5 des équipes qui perdent le plus de ballons de la saison. C'est une évidence. Parce qu'on veut avoir un jeu rapide, on veut avoir une défense qui va être forte, donc qui nous amènera des paniers faciles. Qui dit jeu rapide dit de la transition, dit beaucoup de pertes de balles, des mauvaises passes, etc. Je pense que là-dessus, ça va être un carnage. Booker, il sait tenir le ballon. S'il est trappé à deux, il sait s'en sortir. Et à part lui, je suis désolé, dans l'effectif, les gars, moi je veux bien votre avis. Qui est capable réellement, aujourd'hui en NBA, de tenir le ballon dans cette équipe? Ils ont donné hier, il y a eu beaucoup de minutes à Jared Butler sur le poste. Ouais. Donc, juste une chose, je fais un aparté là-dessus. C'est scandaleux de lui avoir donné le numéro 25, hein, entre guillemets. Moi, j'en ai saigné des yeux. On devrait retirer ce numéro, à mon avis. Mais pour te dire, effectivement, il a montré ces passages-là. Alors, c'est sur un match, mais effectivement, une problématique sur ce que tu évoques. C'est qu'effectivement, derrière, ça me semble un petit peu court. Mais l'absence de Green fait que quand il n'y avait pas Booker, on est juste sur les postes arrière, on est un peu sinistré parce que Green, même s'il la lâche pas forcément, il va être capable de monter, d'aller shooter, d'aller pénétrer. Il va essayer de faire un truc mais sans ces gars-là, c'est compliqué. Même faire des passes, je crois qu'il a tourné à 4 passes de moyenne l'année dernière. C'est pas extraordinaire, mais est-ce que Jalen Green aujourd'hui, où on lui demande d'un peu plus construire pour les autres, est-ce qu'il n'est pas capable, parce qu'il est capable de faire des différences, est-ce qu'il n'est pas capable de monter peut-être à 5 passes de moyenne? C'est pas énorme, mais c'est pas si horrible. Après, oui, c'est compliqué. Jared Butler, Après, Jared Butler, il a joué dans le quatrième quart en grande partie. Le quatrième quart, il est ignoble hier soir. Bon, on va pas se mentir, il n'y a plus nos titulaires, c'est vraiment pas joli. Non, mais les attitudes. Tu peux analyser les attitudes. Tu vois ce que je veux dire. Ouais, Oui. Jared Butler, c'est un 6e homme, quoi. C'est un gars, tu lui files la balle, il va scorer, quoi. 12e. Ouais, j'allais dire un 10e homme, ouais, parce que putain. Je veux dire dans l'âme, ça veut dire Jared Butler quand il sort Oui. horreur. Faut Ça, pas lui demander. C'est pour ça que j'aime bien Colin Gillespie. Je trouve qu'il est plus Moi, je trouve Colin Gillespie, parce que souvent, même dans d'autres médias, on fait oui, bon, Colin Gillespie, mais Ty Jerome, qui c'est qui donnait un simple moindre espoir à ce mec-là l'année dernière, à Ty Jerome? Alors, Ce mec-là, il Gillespie, était je suis d'accord avec toi. Hein. Je suis d'accord, hein. Mais avec le 5. C'est-à-dire que si tu sors, mettons, Green ou Booker et que tu mets Gillespie, je trouve qu'après, il peut tirer, il peut, si tu veux, Ah oui, tu peux le cacher en défense et il peut jouer. Il n'est pas même mauvais en défense, hein, je trouve. Ouais, mais physiquement, si tu veux, non, quand tu auras du Shea ou des choses comme ça, tu vas disparaître. t'as Mais par des- contre, si tu le mets, imagine que tu le mets titulaire, tu le mets au moment où il joue dans le 5. Si dans les ailes, il se retrouve avec Fleming, Nigel Ice Davis, Oso Iguodaro, le problème, c'est qu'il Ah bah non, mais il faut lui mettre peut distribuer à personne, il n'y a personne qui le mettra en valeur son travail. faut lui C'est mettre compliqué. un gars comme Grayson Allen, qui est quand même pas non plus catastrophique en création. Je dis pas que ça fait rêver. Je dis Grayson Allen peut tenir la balle un minimum. C'est sûr, faut pas lui laisser trop longtemps, mais il est capable de faire quelque chose. Après, je pense que l'objectif, c'est de faire en sorte que l'effectif
que offensivement, ça, déjà, la transition permet que tu n'as pas besoin de jouer en demi-terrain, donc pas besoin de mettre vraiment quelque chose en place. Et je pense que tu espères qu'il y ait du mouvement, c'est-à-dire que ça ne soit pas statique, qu'il y a des joueurs qui cut, qui coupent beaucoup. C'est T'as ça des le but. jeunes, C'est j'espère. pas des mecs intelligents. Ross O'Neal, c'est pas. Je veux dire, Ross O'Neal, il est capable de faire la bonne passe. Dylan Brooks, c'est des gars. S'ils voient du mouvement, ça va le faire. Mais par contre, oui, si on commence à jouer lentement et jouer demi-terrain, t'as pas Booker sur le terrain, ça va être compliqué offensivement. Et je pense Et que je- c'est ce que les adversaires vont faire contre les Suns. Après, Je vais aller encore après plus loin. Booker, ouais. Je vais encore plus loin, parce qu'on sait très bien que Booker ne fera pas 82 matchs. Ah, ben oui, c'est ce que j'allais dire. Voilà, je veux dire, bon, et si déjà il en fait 70, on sera pas mal. Hmm. Booker est pas là. Ok, Jalen Green, ça va être notre leader offensif. D'accord. Mais qui tient le ballon dans cette équipe? J'aime bien, oui, il fait 3-4 passes, d'accord. Mais en fait, moi, c'est là où on a un trou, mais béant. Mais béant. Moi, la seule chose que j'aurais aimé dans cet effectif, quitte à lâcher un jeune ou deux, c'est avoir un meneur ou un mec, peu importe quel poste, mais qui soit capable de tenir la balle, un peu vet, un peu NBA ready, tu vois ce que je veux dire? Un mec qui a déjà un peu de vécu, Ouais, un qui, petit une fois. Michael Play à 40 ans, quoi. Ouais, moi, ouais, tu vois ce que je veux dire, mais dans ces eaux-là, un mec que tu payes la mid-level, et putain, il sort du banc, bon, bah vas-y, je tiens la balle, etc. Mais aujourd'hui, c'est ça. Alors, tu as beaucoup de jeunesse, c'est bien, mais alors, je vous le dis, et en plus, je sais on va revenir sur ce sujet-là, mais quand tu vois les zozos que tu as en face à l'ouest à défendre, mon gars, moi, je te dis, ça va être un carnage. Ça va être un carnage. Est-ce que, avant qu'on te passe pour ton point négatif à toi, Thierry, est-ce qu'un gars qui est toujours comme Westbrook peut être intéressant, qui est toujours sur le marché Hmm. des agents libres? Bon. Oh, non, ouais. On vient de sortir de. Non, blablabla. Non. C'est le côté expérience. Je te suis un joueur là que j'ai en tête qui est Ouais, capable. Ouais, par mais exemple, tu vois, du- un peu moins bling-bling. Alors, je sais qu'il est beaucoup injury prod, mais j'ai toujours adoré ce joueur. Mais tu vois, tu payes un Malcolm Brogdon, la mid-level exception. Ah Et bah, il il est était à New York, là, maintenant. à New York. Oui, non, mais je sais. Mais tu vois ce que je veux dire, c'est dans le profil de joueur, Oui, je parle. Tu oui, vois, un oui. mec comme ça où tu as un mec d'expérience derrière, ou quand tu que des jeunes foufous sur le terrain et que Booker, ou il est blessé, il joue pas, ou alors il faut bien qu'il souffle à un moment donné, le mec qui rentre, il dit allez, toi tu vas là, clac, on calme, on souffle, etc. Parce que là, ça va, les gars, ça va être un feu d'artifice. De toute fa- Il va y avoir des balles en tribune, hein, je vous le dis, moi. de toute façon, Euh, on peut être une équipe qui, dans la saison, si on peut arranger une équipe et prendre un vieux contrat dégueu, mais ça peut être un mec d'expérience, on sera ce genre d'équipe à se proposer, hein, à prendre un. Je Ah, prends ce un sera un exemple, marché on fait un d'opportunité. petit Hein. peu Washington, entre guillemets, en prenant McCollum, qui est un mec d'expérience, qui peut tenir la balle. C'est genre de profil. Alors, il coûte cher encore, McCollum, mais c'est un exemple pour dire qu'on a de la place pour arranger une équipe. Et nous, ça ne nous dérange pas, globalement, de prendre un contrat qui va être court, qu'on va pouvoir se débarrasser et faire de la place. Après, oui, je te rejoins, Corentin. Oui, ouais, ça va être compliqué. De toute façon, ça va être compliqué dès qu'il n'y aura pas Booker. Ça va être. J'ai peur que ça devienne assez moche ce qu'on regarde, ce qu'on voit sur le terrain, malheureusement. Bah, ça, Et c'est sûr. à toi, Thierry, ton point négatif pour cette saison, t'attends quoi de pas top? bah, je pense que le point négatif, Corentin on l'a évoqué rapidement, ça va être l'absence de vrai poste 4. Parce que même si le jeu a évolué, même si le côté small ball est de plus en plus répandu, je pense que Dunn va jouer poste 4, mais c'est pas un poste 4. Il peut te rendre service, il peut te faire des rotations, mais c'est pas un vrai poste 4. Derrière, alors Nigel Davis est un poste 4 d'Euroleague, mais physiologiquement, plus un joueur qui serait adapté sur du poste 3 de par sa taille, même s'il s'est quand même bien épaissi et que quand tu as passé 5-6 ans à t'étalonner aux meilleurs intérieurs d'Euroleague, tu seras capable de donner des minutes. Mais je pense que ça reste que des 6-8, donc forcément, ça va manquer un peu de taille sur ce poste-là. Je pense qu'on va souffrir. Voilà, le poste 4 est clairement un gros talon d'Achille. On parlait du meneur, c'est sur la rotation. Moi, je parle même que sur le départ. Quand je vois les équipes, comment elles sont aujourd'hui fournies sur ces postes-là et les profils qu'ils ont, je pense que voilà, on va souffrir. Mais bon, ça va. Le côté sympa, c'est que ça va nous permettre d'étalonner un joueur qui sera peut-être demain un joueur très convoité NBA. Ça va nous permettre de former un joueur vraiment. Mais je pense que voilà, je suis curieux, mais je pense qu'on sera hors du top 25 demain sur le rebond. Il faut s'attendre à à concéder beaucoup de rebonds offensifs et à truster les plus basses places dans ce secteur. Pour Ah, aller dans ton sens, je me perds, excuse-moi Mathieu, pas vas-y, dans ce sens, mais
Je me permets, hein, j'ai pris quelques équipes au hasard à l'ouest. Hein. Poste 4, allez, on va prendre un peu au hasard. Zion Williamson, Anthony Davis qui jouera sur un 4 à Dallas, LeBron James, tu vois ce que je veux dire? Kawhi Leonard, je te parle même pas de Kevin Durant, même, je vais aller même plus loin, Cam Johnson qui va sûrement être 4 à Denver. C'est pas des gars très grands, hein, par Kevin Durant, Zion. Est-ce que le rebond, toi Thierry, est-ce que c'est pas aussi de l'engagement aussi? Parce que Mark Williams, quand même, est censé, si Mark Williams est sur le terrain, Mark Williams, il est censé prendre du rebond. Je pense que c'est. Parce qu'offensivement, moi, je suis pas un expert de Mark Williams, hein, mais les Charlotte Hornets, je ne les ai pas énormément regardés. J'aime bien Mark Williams parce que voilà, il est imposant, mais c'est pas offensivement, je veux dire, c'est pas un gars que tu lui donnes Mais la oui, je suis d'accord avec toi. Il est censé assurer le rebond. Même un gars comme Ryan Dunn, on l'a vu, hein, c'est un bon rebondeur, c'est un gars qui au moins il va chercher des rebonds. Je pense à Nigel Hayes Davis, je sais pas trop vraiment, j'ai pas regardé ses stats en termes de rebonds en Euroleague, mais est-ce que c'est pas un gars assez intelligent pour savoir prendre des rebonds? Je suis pas persuadé qu'on se fasse tant manger que ça. Après tu es en train de faire des hypothèses notamment sur un joueur qui se trust l'infirmerie. Je veux dire, Mark Williams, il ferait 70-75 matchs minimum tous les ans. Ok, après il faut attention, il est aussi dans une. Il faut remettre le contexte. Il est dans une équipe qui shoot vite et qui concède beaucoup de shoots. Donc forcément, il a la taille, mais son rendement au rebond était important. Mais aujourd'hui, dans une équipe plus structurée, plus disciplinée, qui mettra 15 à 16 secondes avant de shooter, je ne suis pas sûr qu'il aurait ce rendement-là. Oui, potentiellement, il peut, mais c'est quand même important, si tu veux. Aujourd'hui, le problème des grands, c'est que les grands, ils vont au large, ils sont amenés au large. Sur le pic, ils sont amenés au large parce que quand tu vas jouer des Jokic et consorts, c'est des joueurs il faut aller les chercher. Ouais. Donc tu n'es plus dans la raquette. Et dans la raquette, on l'a vu l'année dernière, Kevin Durant avait de la taille, mais n'avait pas envie. Et beaucoup d'autres joueurs, Royce O'Neal, est limité sur son physique, même si c'est un vrai pitbull, parce que je pense qu'on se mettrait à côté de Royce O'Neal. Je pense que le gars doit être joliment tanké, mais il y a une problématique à un moment donné, c'est qu'on a même des meneurs et des arrières qui sont aussi grands aujourd'hui. La NBA est vachement évoluée. Il faut quand même un gars, je dis pas un protecteur de cercle, parce que ça reste le rôle du pivot, mais un joueur capable d'aller se la donner et capable d'aller notamment dans les moments chauds, dans les possessions chaudes. On a concédé combien de rebonds offensifs l'année dernière? Vous verrez, je pense très sincèrement qu'on sera une des 5 équipes qui concéderont le plus de rebonds offensifs. Ouais. L'année dernière, on jouait avec Mason Plumlee en titulaire, en 2025. C'est chaud, quoi. Je suis d'accord, mais tu verras, je pense que c'est notre talent d'Achille va être ce problème de rebond. À voir, en tout cas, je pense qu'on est encore trop juste là-dessus. Maintenant, on verra. Est-ce que la clé d'un joueur, c'est pas des joueurs comme on l'a dit, Nigel Hayes Davis, voire peut-être, alors là c'est dû encore peut-être Asher Fleming, qui sont des joueurs vraiment grands, longilignes, qui ont le physique. Ils vont t'amener de la dureté, dans le duel, ils vont t'amener de l'engagement en contre 1 ou sur du switch, ça c'est certain. Maintenant, est-ce qu'ils vont être capables d'aller lutter au rebond? Parce que après il y a des mutants hein, quand tu as Wemby, Jokic, Anthony Davis, ces équipes que tu vas affronter au moins 4 fois dans la saison. Là le problème c'est que tu peux avoir toute la bonne volonté du monde pour box out ces gars-là, ça va quand même être compliqué. C'est là où tu viens dessus, c'est que c'est là où il faut que ça commence. C'est même au-delà du rebond, c'est le box out. Il faut que ces mecs-là que je t'ai cités tout à l'heure, là, qui sont tankés comme des buffles, ou alors qui sont très très grands, parce qu'aujourd'hui en termes de taille, quand tu vas recevoir Anthony Davis et compagnie, les mecs ils sont pas petits. Non. Ok, alors je pense que Brooks est capable de box out, peut-être Ryan Dunn. Oh ouais, je pense Ryan Dunn. Ouais. Oui, mais je veux dire, en termes de taille, tu peux box out Davis quand tu appelles Ryan Dunn. Le mec il te met il a une tête d'écart avec toi. Ça va être... Il tend le bras et tu vois, il est au panier le mec. Donc ça va être compliqué. Je suis d'accord avec toi Thierry, ça va être très 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 compliqué le rebond. Pour moi, là ce qu'on vient de citer, pour moi c'est nos deux gros points faibles. C'est vraiment le manque de ball handling et ce côté un manque de taille. Il en a un, il y a encore. J'ai pas cité le mien encore. Moi, celui-là il est. Moi c'est spacing, parce que je trouve que ça fait peur parce qu'on cite beaucoup de choses, vraiment des défauts là de l'équipe. Mais moi, le spacing, parce qu'en fait, c'est encore une fois l'autre nouvelle question, qui c'est qui shoot vraiment bien à 3 points dans cette équipe? Qui vraiment, je veux dire, je pense que tu dois retourner la question en disant qui sur ceux qui auront du temps de jeu,
qui est capable de shooter. Parce que des shooters, il y en a. La Ouais, oui, problématique, c'est qu'on l'a dit, c'est que dans une vraie rotation, au départ, ouais. qui sera capable de shooter? Parce que Moi, je vois. peux Tu en parles à citer. 3 surtout. Shooter à Ouais, 3 ouais, surtout. ouais, à 3. Oui, à 3. Oui, à T'as 3. Grayson Allen, on Ouais. peut être d'accord. T'as Royce O'Neal. Ouais. Oui. Il doit y Euh, avoir 3-4 shooters. Sachant que ce T'as sont Dylan deux Brooks. joueurs. Non, mais ce sont deux joueurs, Ouais, Grayson qui sont Allen et pas. Royce O'Neal, qui Qui sortent sort du du banc. banc. Bon, Ouais. t'as Dylan Brooks. Ouais, il est pas Ah, dégueu. quand Il fait, même. 30 il fait, il fait Et quoi, il il a fait shooté à 34% l'année prochaine, Pas l'année dégueu, dernière. pas dégueu. 34. Il a shooté à 43% à 3 points l'année dernière. Alors Non, après, c'est Jalen Green qui a 34 alors. quelle Moi, sélection? Combien de shoots? ah bah, C'est surtout ça, parce que faut tu vois, regarder. 5, si tu 6. fais. Je dois les avoir. Après, Mais à part ça, je suis désolé. Moi, désolé, il y en a, ils citent Devin Booker. Je trouve que Booker, c'est pas un shoot Ah, fiable à 3 points. Moi, en toute honnêteté, de- moi, j'aime il, pas ces il est shoots. à 6, il est à plus de 6 shoots, Brooks. Non, L'année mais dernière, a pris à 3 points. Booker à 3 points. C'est quand même pas mal. Ah ouais, ouais. le problème tu parles de Booker, mais c'est que Booker, il pourra pas et Voilà. avoir la main sur le ballon et shooter à 3 points. À un moment Non, et donné, puis il a il prend des shoots compliqués, d'où le fait Oh. qu'il ait le ballon en main. Mais voilà, je trouve que c'est pas, on va pas se mentir, c'est pas son point fort. Devin Booker non plus, le shoot à 3 points. Jalen Green non plus. Ouais, Jalen Green, bon, Jalen Green, j'en en parlera après, c'est mon sujet un peu plus tard. Mais oui, à part ça, il n'y a personne de viable. On a 3 joueurs, je viens de t'en citer 3. Ryan Dunn, à voir. Il va What if? What if. Il a montré des progrès l'année dernière, alors qu'il partait vraiment de très très loin en NCAA. Donc, à voir quels sont les progrès qu'il va pouvoir encore faire cette année. Mais globalement, ça devient vite compliqué. Et le problème, c'est qu'on en revient encore à la même chose, les rebonds hauts. Tu sais pas shooter à 3 points en 2025 dans le basket moderne, mais tu ne gagnes pas de match, globalement. Et là, ça paraît compliqué. Quels sont pour vous les joueurs qui pourraient arriver à rentrer dans cette case de shooter à 3 points viable à travers une progression cette année dans l'effectif qu'on a? Alors, je vais pas dire qu'est-ce que j'aimerais, mais je vais te dire, je vais aller encore plus loin. Un mec qui n'a pas le choix que d'évoluer à 3 points, c'est Ryan Dunn. Moi, je l'attends là-dessus. Ah bah oui. Parce que le problème, c'est que derrière, s'il ne rentre pas ses shoots, ok, super défenseur, mais c'est terminé, il va sortir du banc. Tu seras un super défenseur de seconde unité. Par contre, si tu n'es pas capable de mettre tes 3, tu ne pourras pas rester titulaire en NBA. Pas longtemps en tout cas. Tu seras Pas longtemps. hors 10 minutes du banc pour mettre de l'impact. Faut pas être le futur Matisse Thybulle, qui était un joueur qui avait un potentiel fou défensivement, mais qui même seul n'arrivait pas à rentrer un tir, quoi. T'as Nigel Hayes Davis qui est pas un mauvais shooter à 3 points, qui a vraiment progressé ces dernières saisons. C'est de l'Euroleague, mais ça reste de l'Euroleague. Il a fini MVP de l'Euroleague. Non, mais ça reste un bon shooter. Attention, c'est pas les mêmes distances NBA. Hein. Ouais. Oh, oui, mais bon, est-ce que ça va tellement l'impacter? J'en suis pas sûr. Mais c'est vrai que je pense que ça a une vraie question aussi, le spacing, parce que on va pas se mentir, peut-être offensivement, on va déjà galérer. Donc si t'es pas capable que tes joueurs ils mettent leur shoot quand ils sont ouverts, on va s'en mordre les doigts, quoi. T'as un joueur mais qui est pas prêt et qui est une vraie interrogation. C'est Kobe Bryant. Ah oui. Ouais, mais qui lui pour le coup un bras exceptionnel. Mais quelle est sa capacité aujourd'hui à jouer dans une équipe? Est-ce que demain on en a eu rappelez-vous des joueurs alors qui étaient plus cotés à leur sortie d'université, mais des Doug McDermott et compagnie. Il y en a eu tellement des joueurs comme ça qui étaient des shooters absolument incroyables, mais qui étaient des vrais casse-têtes parce que franchement tu les amenais en pick and roll et le mec se faisait défoncer en 1 contre 1. Donc effectivement, sur les joueurs dont on a cité, sur les rotations, il y a très peu de joueurs fiables. Parce que même Devin Booker a connu quand même des pourcentages moins sympathiques. Est-ce qu'on peut vraiment dire que Devin Booker est un shooter élite à 3 points? Je suis même pas sûr. Ah non, pas du tout. Mais il l'est pas. Il l'est pas du tout. L'année dernière, justement, c'était le point clé de Budenholzer, c'était prendre plus de shoot à 3 points. Ça nous a jamais aidé parce qu'en fait, on n'en mettait pas assez, quoi. Ouais. Donc voilà. Et justement, avant qu'on passe à la 3e section, je voudrais faire un petit point quand même sérieux sur Devin Booker, parce que c'est quand même une grosse question. Ça peut être autant un point positif pour cette saison qu'un point négatif selon comment se déroule la fin de saison. Devin Booker, on va en parler rapidement, il a prolongé, on lui a redonné 2 ans supplémentaires à, si je ne dis pas de bêtises, 150 millions sur 2 ans. 147, je crois, pour être précis. 147, donc c'est le plus gros contrat de la Ligue aujourd'hui, avec peut-être Shai, qui a dû le suivre. Ouais, mais c'est dans tellement longtemps que ça va beaucoup. Ce sera un contrat normal plus tard. Et 35% du cap quand ça va kicker.
Devin Booker, on va pas se mentir, il est passé partout hein, avec les Suns, c'est-à-dire d'une équipe minable de chez minable avec des joueurs nuls de chez nuls à une finale où tu mènes 2-0. Là, il est reparti, on lui a donné des légendes comme Kevin Durant pour jouer autour, et ça n'a pas marché. Là, il se retrouve encore une fois à un projet où on sait, alors, on sait ce que la direction veut, mais globalement, sur le terrain, on va pas se mentir, on n'a peut-être pas l'effectif pour. Devin Booker, est-ce que ça va être une question plutôt, est-ce que pour vous, c'est la dernière saison de Devin Booker sous le maillot des Suns où il est capable d'être encore un peu patient et se dire ok, je crois en ce projet, même si cette année, les résultats sont pas ouf. Toi, Corentin, t'en penses quoi? Non. Tu signes pas un mec avec un contrat comme ça derrière pour qu'il parte à l'année. De toute manière, si Devin Booker doit quitter les Suns, c'est parce que lui le décidera. C'est pas les Suns qui vont le transférer. Je pense que là, si on arrive au bout de 4-5 ans, c'est un joueur historique. C'est le joueur des Suns, tu vois ce que je veux dire. On va pas débattre, mais tu vois ce que je veux dire. C'est que bon, meilleur score de la franchise. Il a 10 ans de longévité dans cette franchise, ce qui est de plus en plus rare aujourd'hui. Je pense qu'on ne lui laisse pas non plus. Enfin, on n'est pas les Wizards avec rien, quoi. Je veux dire, on a quand même Dylan Brooks, on a quand même Jalen Green, on a des jeunes qui sont déjà NBA ready, tu vois, donc on a quand même un peu de calme. Le problème, c'est qu'on est à l'ouest. Donc forcément, tu vas être limité par ça. Mais je pense que c'est un joueur aujourd'hui qui est en plein dans son prime. 28, il fait 29, je crois, cette année, si je dis pas de bêtises. Donc, c'est un joueur qui a le niveau pour amener ses jeunes. Je pense que ça va être un vrai fer de lance. Je pense que ça va être un casse-tête pour lui cette année parce que quand tu affrontes les Suns, bah, il va se faire trapper à toutes les actions parce que le monde qui est à côté, bon, c'est pas, tu vois, ça devrait suffire. Tu as Jalen Green qui peut prendre le relais, mais bon. Donc, moi, je pense qu'il est dans le projet pendant longtemps parce qu'au final, les jeunes qu'on récupère, je dis les jeunes, l'effectif actuel, il est jeune, mais pas inexpérimenté. Jalen Green est jeune, mais bon, il sort d'une saison chez les Rockets tout à fait honorable. Il a que 23 ans. Brooks, c'est pas un vieux, il n'a pas 35 ans non plus, tu vois ce que je veux dire. Pour moi, Dylan Brooks, c'est un peu genre j'en parlerai tout à l'heure, mais un peu un Crowder 2.0, tu vois. Donc, tu as des joueurs comme ça. Mark Williams, 24 ans. Ça peut prendre. Donc, pour moi, non, Booker, tu l'as encore pour un moment. Il est trop bien à Phoenix. Oui, ça le fait chier parce que les résultats sont peut-être pas là, mais je pense qu'il le staff lui a quand même montré que c'était lui qui allait être au centre du projet, qu'il l'est toujours. Et que c'est pas parce que les 4 premiers mois de la saison seront dégueulasses qu'il va dire ah, je veux un transfert. Non, c'est pas ce genre de mec. Enfin, j'espère pas, je t'en supplie, Booker, ne sois pas un mec comme ça. Mais voilà, donc moi, il n'y a pas de problème. Mais c'est vrai qu'il va être attendu cette année. C'est lui qui aura les clés du camion en main. Voilà, le seul point sur lui, en fait, que j'ai envie que vraiment ça se passe bien, c'est le côté blessure, quoi. J'ai envie que le mec joue. Voilà, que le mec joue parce que s'il joue, il va faire progresser les autres autour de lui beaucoup plus vite. Cette fameuse jeunesse qu'on parle un peu inexpérimentée. Si Booker joue, ils vont progresser à une vitesse folle, que ce soit à l'entraînement, que ce soit pendant les matchs. S'ils jouent pas, ils vont aller beaucoup plus lentement. Et c'est normal parce que tu as un mec tellement talentueux à côté d'eux. Donc voilà, il faut qu'il joue. Il faut qu'il joue. Il faut que ce soit le patron. Toi, t'en penses quoi, Thierry? Moi, je pense que en termes de business pur, on a encore 2 ans pour être dans une valeur max marchande de Booker. C'est-à-dire que clairement, sur les 2 prochaines années, on arrive au pic de ce qu'il va valoir. Donc, ça veut dire que si tu fais le choix, ou s'il fait le choix de vouloir être transféré, c'est le moment où tu peux tirer le plus de choses de lui. Joueur, pick, peu importe. Maintenant, moi, j'ai une équation qui est très simple. Il est en contrat jusqu'en 2030, d'accord, avec une player option, je crois, sur la fin. Et nous, on n'a pas nos picks jusqu'en 2030. Donc, à quoi ça servirait de truster le bas du classement, même si tu l'échanges? C'est-à-dire que si tu l'échanges, peu importe l'équipe, tu vas récupérer potentiellement beaucoup de pics, mais les pics de qui? Si tu dois truster le fin fond du classement, si tu n'as pas tes propres pics, à quoi ça sert? Donc pour moi, la chose, elle est simple, et c'est pour ça que je mets beaucoup de sens dans ce que je vous disais par rapport à mon comparatif de Jordan Haut et Eric Spoelstra. C'est fais le max que tu peux faire, va chercher le plus de victoires chaque année que tu peux, parce que de toute façon, ça ne passera plus par la draft. On a fait un all-in en donnant tout ce qu'on avait à donner pour aller récupérer 3 joueurs sur cette draft-là, mais là, on sait que pendant 5 ans, la draft, c'est terminé. Donc, je veux bien
penser qu'on peut se dire, on peut se poser la question sur Booker. Pour moi, je suis d'accord, ça viendra de lui. Peut-être que dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, il dira, bon les gars, écoutez, j'ai une petite fenêtre là pour aller me chercher ma bague, si c'est ça qui lui tient à cœur, et ça pourra se comprendre. Mais aujourd'hui, quel serait l'intérêt? Je ne le comprendrais pas. Parce que perdre Booker, ça voudrait dire récupérer beaucoup de joueurs, mais pas de grands joueurs, enfin je vois pas à son niveau. Donc ça veut dire être quoi? Être entre 15 et 11 au niveau de la conférence. Mais comment tu t'en sors si t'as pas tes pics en fait? Tu vas permettre à une autre équipe de piquer. Et toi, Phoenix, c'est pas un marché de la free agency. Tu peux aller chercher quelques bons joueurs, mais pas de gros joueurs. Donc pour moi, je ne pense pas que trader Booker soit en tout cas, que la décision de la franchise soit envisageable d'ici 2030. C'est lui qui nous dictera les choses. Et est-ce que des joueurs qu'on réussira à avoir dès cette année ou dans les années viennent pourrait devenir la nouvelle visage de la franchise? Peut-être. Ils l'ont bien fait. Seattle, le Thunder l'a bien fait avec Shea en envoyant Paul George aux Clippers. Pourquoi pas, mais ça me paraît un peu difficile. Moi, je pense qu'il faut garder Booker. Je pense que Booker semble s'inscrire là-dessus. Et je pense que pendant 2-3 ans, on devrait être à peu près tranquille. Ok, je vous rejoins. De toute façon, le point clé, c'est surtout, de toute façon, c'est lui qui décidera s'il a envie de rester ou pas. Mais il faut reconnaître qu'en tout cas, il n'a pas du tout, en tout cas, laissé un message qui pourrait dire qu'il a envie de partir à l'heure actuelle. Je pense qu'il est engagé avec les Suns. Il aime de toute façon la ville. Et j'espère, moi, comme vous, qu'il va rester le plus longtemps possible. Et j'espère qu'on sera capable, avant la fin de sa carrière, de lui donner une nouvelle opportunité. Pourquoi pas d'aller viser le titre. En tout cas, on l'espère tous. Ouais, on a fait un bon point sur tout ce qui est positif, négatif et aussi Devin Booker. Dites-nous, vous, encore une fois, ce que vous en pensez. Et là, on va passer à notre troisième section. On va parler un peu plus personnellement, en tout cas, de certains joueurs. On va faire le joueur à suivre. Hop, le joueur à suivre. Bon, vous l'avez compris, ça, je pense que vous connaissez ce genre de section. On va tous parler d'un joueur et voilà ce qu'on attend de lui et ce qu'on va être surpris ou pas. Toi, c'est quoi ton joueur, Corentin, pour la saison qui arrive? Un joueur que j'ai longtemps détesté, que en fait depuis 2-3 ans je surkiffe, c'est monsieur Dillon Brooks. Dillon Brooks, je vais suivre ce joueur, pas forcément son. Voilà, quand tu mets ce mec sur le terrain, tu sais à quoi t'attendre. Mais moi, ce qui va m'intéresser, c'est son impact sur l'équipe. Parce que, à l'instar de ce que je disais tout à l'heure, pour moi, c'est un Crowder 2.0. Et aussi par rapport à ce que je disais vis-à-vis de Devin Booker, où je souhaitais que ce soit en fait une espèce de tremplin d'accélération pour les jeunes joueurs. Pour moi, c'est pareil. Dillon Brooks, il va arriver. On l'a déjà vu en entraînement. Après, on sait, c'est du marketing, etc. Mais je pense qu'il va faire progresser des jeunes, notamment un certain Ryan Dunn, et qui va être là pour faire gagner du temps. Et je pense sincèrement qu'il va faire gagner énormément de temps à cette équipe parce qu'il va former des mecs. Et je pense que quand tu es coach comme Jordan Hunt et que tu vois un mec comme ça dans ton effectif, c'est du pain béni. C'est du pain béni parce que c'est une grande gueule. C'est un mec, dans les temps morts, Jordan Hunt, là, tant qu'on a Dillon Brooks dans l'effectif, il va pas avoir besoin de gueuler. Tu as Dillon Brooks qui va gueuler. Tu vois ce que je veux dire? Donc, et en plus, c'est pour ça que j'aimais pas trop au début de sa carrière parce qu'il gueulait beaucoup, mais c'était un peu idiot. Il commence à gueuler un peu intelligemment, tu vois. Et puis, c'est un mec qui est quand même référencé NBA. Très content de l'arrivée de Dillon Brooks. Pour être honnête, quand j'ai vu le transfert de Kevin Durant, j'étais content pour le pick 10. Pour Jalen Green, pourquoi pas, je savais pas ce qu'on allait en faire. Quand j'ai vu Dillon Brooks, parce que c'était pour que les contrats matchent, j'ai été très content. Je suis super content. Je pense que c'est un fit parfait avec Devin Booker, avec la mentalité qu'ils veulent mettre en place à Phoenix cette année, de la défense, de la vitesse de jeu, du shoot à 3 points. Ça va courir, ça va galoper, ça va jouer dur physique. Je suis très content. Je pense que c'est un joueur qui va très très vite devenir un chouchou des Suns. Voilà, pour moi, ce sera monsieur Dillon Brooks. Et toi, Thierry, ton joueur à suivre cette saison? Et on en a parlé un petit peu tout à l'heure. Moi, ça sera Ryan Dunn. Joueur, je pense, la vraie satisfaction de la saison dernière. Joueur qui, par rapport à ce qu'on en attendait, a été très très au-dessus. C'est quand même. L'année dernière, il a quand même joué déjà. Il a une bonne santé, 74 matchs. Il est principalement gêné par une blessure, je crois, à la cheville l'année dernière, mais plutôt solide. Très très bon défenseur. Ça, il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Maintenant, je vais l'attendre. Ça va être plus dans son jeu offensif, clairement, parce que l'année dernière, alors, c'est même pas le nombre de points marqués parce que il va avoir 2 gros croqueurs à côté de lui. Et l'année dernière, il était à un tout petit peu moins de 7 points.
Donc, j'attends pas ce qu'ils mettent 12, 13, 14 points par match, pas du tout. Par contre, c'est dans les pourcentages. Il va falloir que ça soit au-dessus. 73% au shoot global, bon, c'est pas mauvais, surtout parce que lui qui était quand même identifié clairement pour un joueur avec une absence de shoot. Donc, voilà, être dans ce range-là, peut-être se rapprocher un peu plus des 45%, ça serait quand même intéressant. Mais c'est surtout à 3 points. Il était à 31%. Au-delà de ce qu'on pouvait espérer, parce que c'était un joueur qui était à moins de 10%, donc pas un shooter. 31%, c'est pas mal. Aujourd'hui, je voudrais qu'il aille tutoyer un peu plus 35, 36, commencer tout doucement à monter ce point, parce que je dis pas qu'il doit être capable en sortie d'écran de poser ses appuis et de monter, j'attends pas ça, mais par contre tous ses shoots ouverts, et on le sait, hein, dans le corner il a énormément de shoots, il va falloir les rentrer, ce qu'il a été capable de faire par séquence, ce qu'il a plutôt été capable de faire en Summer League, ça a été très fort, mais par contre j'attends qu'il le fasse aujourd'hui en saison régulière. Et puis les lancers francs, les gars, 48%. C'est un ailier, 48%. C'est anormal. Aujourd'hui, un ailier, ça doit être 75 minimum. J'attends que sur ces points-là, qu'il arrête de nous les laisser, parce que c'est un joueur qui prend beaucoup de rebonds offensifs, c'est un joueur qui monte beaucoup au cercle, qui va pénétrer, donc il est capable d'aller chercher des lancers francs. Le problème, c'est qu'aujourd'hui, c'est une punition quand tu l'envoies sur la ligne. Donc je pense que s'il arrive à régler ce shoot, à améliorer ses pourcentages, déjà, les défenses vont s'adapter complètement différemment, lui laisseront moins d'espace, donc ça libérera forcément des espaces autour. Lui, ça va lui donner confiance, et on sait que ces joueurs-là, s'ils arrivent à s'upgrader un peu sur les pourcentages, et un joueur qui a 7 points, qui frôle les 10, 11 points, ça serait formidable, ça permettrait de tirer l'effectif. Et puis c'est surtout, il faut qu'à la fin de sa 2e année de contrat, ça soit un joueur sur lequel on se projette, parce qu'on sait très bien que ces joueurs-là, ils peuvent vite glisser. Et qu'il peut glisser tout d'abord sur le banc, et à un moment donné, si un Rashard Fleming donne satisfaction, si Nigel Hayes-Davis donne satisfaction, notre ami Ryan Dunn, il peut se retrouver avec 15 minutes par match et tomber dans l'oubli, et mon coco, être le premier nom de complément de package sur un trade que les équipes adverses voudront. Donc moi, j'attends à ce qu'il devienne incontournable, qu'il soit un soldat, qu'il soit le défenseur, et quand on lui laisse quelques espaces, qu'il mette ses petits shoots, et qu'il vienne sanctionner les prises à deux, qui ira sur Green, qui ira sur Booker, ou qui ira sur d'autres joueurs. Voilà. En tout cas, s'il arrive à passer ce cap-là, je pense qu'on pourra clairement en faire un starter indéboulonnable, et faire partie des joueurs. Alors, ça sera jamais un franchise, bien sûr, on ne sait pas à ce niveau-là, mais un joueur, on a besoin de ces soldats, et toute grande équipe a besoin de ce joueur, de ce type de joueur. Donc à lui de jouer. En tout cas, moi, c'est un joueur qui me fait kiffer, c'est un joueur qui me fait sourire, et j'adore son énergie, donc je mise beaucoup d'espoir en lui. Ouais, c'est le rayon de soleil de la saison dernière, hein, pour nous, Ryan Dunn. Moi, ouais, pareil, Dylan Brooks aussi, la même. Moi, gros fan aussi. D'où, là, ça se rejoint. Dylan Brooks peut être un père sur le terrain. Un mentor, bien sûr. Mentor, voilà, c'est que pour Ryan Dunn, clairement. Et pour des Rashard Fleming derrière aussi, qui peuvent aussi. On peut le dire, Dylan Brooks peut être vraiment le mentor parfait pour ces gars-là. Et apparemment, c'est ce qui se passe déjà. Donc, tant mieux. Moi, le joueur que je vais suivre, c'est Jalen Green. Moi, la question, c'est qui es-tu comme joueur, Jalen Green? Parce que Jalen Green, c'est un gars qui sort d'une saison régulière, somme toute quand même correcte, avec une progression. Il a tourné à 21 points de moyenne. Les pourcentages reviendra après, mais une bonne saison dans une équipe qui a carburé. Par contre, on l'a enterré tout de suite après ses playoffs. Voilà, un premier tour et puis s'en va, mais surtout des playoffs catastrophiques pour Jalen Green. Peut-être la lumière était trop forte. Voilà, il a tout raté, il a tourné à 11 points, enfin vraiment des pourcentages horribles. Et depuis, on va pas se mentir, Jalen Green, pour tout le monde, ça y est, il a disparu. Il n'y a plus d'espoir. C'était un pseudo-crack, mais en fait, c'est un mec peut-être à sortir du banc, et c'est tout. Moi, je pense que Jalen Green, c'est plus que ça. Je pense que là, on va revenir, on parlait de Ryan Dunn, Dylan Brooks, Ryan Dunn. Est-ce que Devin Booker ne peut pas être le mentor parfait pour un joueur comme Jalen Green? Apparemment, Jalen Green, cet été, il a beaucoup travaillé sur toutes ses décisions offensivement, surtout au mid-range. Pourquoi pas? Parce que c'est un de ses points faibles. Et Devin Booker, c'est peut-être l'un des meilleurs à ce niveau-là. Moi, Jalen Green, j'y crois. J'y crois peut-être pas pour les Suns, mais est-ce que c'est pas un des joueurs clés pour nous? Parce que ça peut refaire monter sa cote. Ça peut pas nous permettre soit de le conserver si ça marche vraiment incroyablement bien avec Booker, soit aussi peut-être aussi le trader, ce qui nous permettrait de récupérer peut-être à l'avenir des pics ou d'autres joueurs. C'est la clé, Jalen Green, pour nous, parce que c'est pas Dylan Brooks. Alors, Dylan Brooks, il aura toujours de la valeur, mais je pense que Dylan Brooks, c'est un joueur, on aura plus envie de construire avec.
Jalen Green, c'est plutôt montre-nous qui tu es, Jalen Green. Est-ce que tu es un joueur Est-ce que là, tu as entendu toutes les critiques sur toi? Parce que là, ça a dû tomber. Est-ce que tu vas nous montrer sur le terrain qu'en fait, tu peux être un joueur, un top arrière de la ligue? Alors, ça va être compliqué, tu as Devin Booker, mais il lui manque pas grand-chose. Je veux dire, athlétiquement, quand même, Jalen Green, des arrières. Je veux dire, moi, il me fait un peu penser, pas le même physique, mais à Anthony Edwards. C'est des gars qui montent au cercle. Personne ne peut les arrêter physiquement. Par contre, il faut qu'il soit plus intelligent. Il faut qu'il augmente ses stats en pourcentage. Hein. Je veux dire, il tourne à 42% en moyenne au shoot. C'est trop bas. C'est trop bas aujourd'hui pour espérer être un top joueur. Et à 35% à 3 points, là, je te rejoins. Est-ce qu'aujourd'hui, tu ne peux pas monter à faire une progression à 38%, ce qui serait quand même plus que honnête? Il faut qu'il progresse. Parce que pour l'instant, c'est vrai que ça fait vraiment gros arrière avec un énorme potentiel, mais aujourd'hui qui a un peu la tête un peu partout. Et c'est pour ça que j'attends beaucoup de Devin Booker pour aujourd'hui lui mettre un cadre et surtout lui apprendre ce qu'il faut faire sur le terrain. Moi, j'attends beaucoup de Jalen Green parce que ça reste un joueur spectaculaire. Je pense qu'on va se lever la nuit ou même quand on va regarder ses dunks durant la saison. Jalen Green, il va en mettre, ça va être exceptionnel. Mais est-ce que Jalen Green, c'est pas un des joueurs clés qui peut nous permettre soit de créer vraiment un duo avec Devin Booker, soit surtout de nous permettre de le trader et d'avoir une grosse cote, nous permettre de récupérer d'autres picks pour pouvoir faire d'autres moves pour Je pense mieux que c'est là. construire autour de Devin Booker. Mais je pense que Jalen Green va nous faire kiffer cette saison, mais j'aimerais bien qu'il progresse. Parce que je trouve que je regarde ses stats des dernières saisons, il progresse au scoring, mais pas au pourcentage. Et est-ce que Devin Booker peut pas lui apprendre un peu sur le terrain comment mieux prendre des shoots, quoi, prendre de meilleurs shoots, parce qu'il est trop, il manque de qualité à ce niveau-là, quoi. Je vais te poser une question. Les contrats match, quasiment en prêt. Est-ce que demain, si Portland t'appelle, toi, t'es GM, et te dit, moi, Jalen Green, il m'intéresse, je t'envoie jouer au Holiday. Est-ce que tu prends? Mais ils prendront pas Jalen Green, ils ont Shaedon Sharpe. Non, mais je te dis, toi, t'es GM, t'es GM de Phoenix, Portland t'appelle et te dit, vous avez un problème à la main, Ouais. nous, Jalen Green nous intéresse. Ça se réfléchit, mais est-ce que tu prends un échange? Est-ce que tu fais un simple échange? Tu n'essayes pas de te dire, attends, Jalen Green, il a 23 ans, il a du potentiel. Ce que je veux te dire, c'est que Jalen Green, je pense qu'on est tous d'accord, on se projette à court terme avec lui. Parce qu'on a tellement de questions, et je suis d'accord avec toi. Si on arrive à faire quelque chose de sympa avec lui, c'est un joueur qui peut nous permettre d'aller upgrader l'équipe sur un trade. Ce qu'on avait fait avec Ricky Rubio, hein, quand on fait venir Ricky Rubio et qui nous permet de boucher un trou, on l'a valorisé sur le trade derrière. Et d'ailleurs, c'est le drame de sa vie, puisqu'il a servi dans toutes les équipes, il a eu ce rôle-là. Il y a des joueurs ils viennent, ils t'apportent quelque chose, mais à chaque fois, c'est une bonne monnaie d'échange pour aller chercher ce qui te manque. Et je pense que Jalen Green, j'allais dire. Moins talentueux, mais oui, pourquoi pas. Mais effectivement, je pense que Jalen Green, aujourd'hui, il a une chance. Mais comme Booker a au moins 3 à 5 ans avec nous, s'il décide de continuer, son avenir, il est bouché à moyen terme à Jalen Green. Parce que je ne pense pas qu'il puisse. Booker ne peut pas aller jouer sur un autre poste. Il ne peut pas aller jouer poste 3. Et Green ne peut pas aller jouer poste 3. Donc je pense que. Mais tu as raison, c'est un joueur qui va être excitant à suivre. Et parce que la qualité, elle est là. Ouais. Mais du talent. Je crois que là, les gens ils l'ont enterré parce qu'il a fait juste un premier tour de playoff minable dans sa vie. C'est son premier tour. Je veux dire, c'est arrivé à combien de joueurs de se rater en playoff une première fois dans sa carrière? C'est arrivé à plein de joueurs. Et derrière, c'est pas grave. Il fait une belle saison. Oui, bien sûr. Puis il n'était pas tout seul. Je veux dire, aujourd'hui, ce qui s'est passé à Houston, sur des joueurs comme ça, c'est peut-être parce qu'autour, on n'a pas bien taffé non plus. Voilà. Mais moi, j'aime beaucoup Jalen et j'attends beaucoup. Donc, je vous fais un petit récap. Donc, pour Corentin, monsieur Dylan Brooks, pour monsieur Thierry, on est allé sur Ryan Dunn et pour moi, donc Jalen Green. Et là, on va finir sur la grosse section. On va le dire tout de suite pour finir cette grosse vidéo, le pronostic. Le pronostic, donc là, vous savez comment ça marche. Hein. On va donner notre nombre de victoires, de défaites, notre place au classement. Évidemment, on vous fera un gros récap à la fin et on va donner la parole donc à Corentin. Toi, ça va être quoi le bilan de nos Suns sur cette saison 2025-2026? 62 wins, puis deuxième place à l'Ouest. Ouais, mais pas beau de mentir. Non. Alors, moi, ce que j'attends de cette saison, ça va être très simple. Hein. En fait, on a une équipe qui est quand même sympa, qui a du potentiel, etc.
mais sujet qu'on a très peu abordé dans cette vidéo. Nous sommes dans la conférence Ouest, messieurs, notamment dans la Pacific Division. On va se prendre des bus tous les soirs. Je peux dire que quand on va avoir des road trips à l'Est, on va souffler. Donc le problème c'est ça, c'est que on peut pas vraiment exister dans cette conférence. Je vois très très peu d'équipes à être derrière nous. Donc je donne aux Suns cette année 34 victoires et une 12e. Oh, attends, c'est bien, c'est bien Ah oui, 34. c'est bien. Non mais attends, mais par contre je donne une 12e place quoi. Ça va. Je suis pas choqué, mais ok. Donc 34 Parce victoires. que et 12e place à l'Ouest, le Jazz sera en fin de toute façon le Jazz sera au fin fond voilà. Et moi je vois deux équipes derrière nous, en fait. Je pense que les Pels seront derrière nous parce que Dejounte Murray est blessé, que Zion, c'est toujours pareil. Chaque début de saison, c'est bien, on a un espoir. J'en ai marre de cette équipe. Elle pue du cul. Désolé, mais bon, enfin, je dis ce que je pense. Hein. Je pense que les Pels seront derrière nous et je pense qu'on va y avoir une bataille entre les Blazers et nous. Je pense qu'on sera devant parce que si Devin Booker est là, on sera devant, donc on sera devant les Blazers. Et on sera peut-être pas si loin que ça pour moi des Kings qui devraient être 11e. Voilà, une bonne équipe des Kings. Donc, 12e à l'Ouest, 34 victoires. Je tiens à préciser que là, je regardais juste par hasard les previews de chez Trash Talk. 34 victoires à l'Est, moi, t'es 9e, quoi. T'es 9e, tranquille. Et comme ça. Hein. Ouais, bah après, Easy, finger in the noise. Hein. C'est pas les mêmes conférences. Donc 34 victoires, ça fait 48 défaites. Toi, Thierry, ton bilan, t'attends quoi? Pour toi, ça va être quoi le bilan des Suns? Moi, je vais refroidir un peu vos ardeurs. Je pense qu'on arrivera péniblement au chiffre de 30. Je pense il n'y a que deux équipes que je vois, en tout cas sur leur dynamique, qui peuvent être en dessous de nous, c'est le Jazz et les Pelicans. Le Jazz par rapport au tanking, le Pelicans par rapport à la santé de Zion Williamson, qui arrive de plus en plus fit, qui va finir par jouer meneur hein, si ça continue, mais qui se blesse tout le temps. Je pense que dans la conférence est beaucoup trop étoffée. Je pense que les Blazers sont bien plus en avance que nous sur leur projet. Même les Kings ont quand même un bout de talent. Je pense qu'on n'a pas une équipe on parlait des problèmes de main, on a parlé des problèmes du poste 4, mais aussi des problématiques, beaucoup de rookies, donc une difficulté physiquement, il faut quand même être en capacité d'assumer cette saison, et trop d'interrogations encore sur la santé des joueurs. Je pense que Mark Williams, Richards notamment, sont des habitués de l'infirmerie. Devin Booker ratera ses 15 matchs comme tous les ans, donc ça sera trop compliqué, je n'en attends pas plus. Si on dépasse les 30 victoires, je pense que ça sera une transition qui sera réussie. Voilà, il faut être réaliste. Voilà, je sais que les gens peuvent se hyper. Je ne vois pas, dans aucun monde, je ne vois pas comment on pourrait avoir le top 10. J'ai beau prendre toutes les équipes. Alors, l'année dernière, Philadelphie a eu Embiid qui s'est pété, etc. Donc, il y a peut-être une équipe au-dessus de nous. Je veux dire, si Jokic se fait le genou au bout de 5 matchs, la saison va être dégueulasse. Mais aujourd'hui, en l'état, jugé à l'état de chaque, voilà, on s'est beaucoup trop affaibli. Il y a beaucoup trop de peu de talent. Je rappelle que l'année dernière, dans une équipe absolument dégueulasse, on a quand même réussi à gagner un bon nombre de matchs parce qu'il y avait du talent. Là, cette année, tu auras plus d'envie, mais tu auras moins de talent. Et je ne vois pas comment, offensivement, quelle place offensive on va avoir. C'est qu'on va avoir des intentions, mais comme on l'a dit, on a trop de joueurs qui ont des pourcentages suspects et l'absence de vrais meneurs va nous empêcher d'aller chercher des paniers faciles. Donc voilà, saison bien compliquée pour moi qui arrive. Tu leur donnes combien de victoires, toi? 29? 30. Et ben moi, je te suis. Ouais, je suis optimiste. 30. Et 13e, c'est ça? 13e pour moi. Moi, c'est pareil. Je leur donne 30 victoires, 52 défaites. Je les mets 13e. Moi, le Jazz, c'est dernier, c'est sûr. Je suis toujours un peu. Moi, c'est soit les Pelicans, soit New Orleans derrière, soit les Kings. Franchement, je suis désolé, je vois pas Sacramento si fort que ça. Alors, offensivement, on le sait, ça gagne des matchs dans la saison. C'est ce qui, sur le papier, me dit qu'ils seront devant nous. Mais défensivement, je veux dire, c'est la porte ouverte, c'est le saloon, Sacramento. Il n'y a pas un mec qui défend. Donc, moi, je les vois pas si forts. Et est-ce que c'est pas ce genre d'équipe à exploser en cours de saison? Parce qu'à un moment donné, eux-mêmes vont se dire, mais c'est quoi le projet, quoi? C'est Zach LaVine, DeRozan, encore, ces mecs-là. Est-ce qu'à un moment donné, on se dit pas, on fait tout péter et on tank?
moi, je vois bien ce genre d'équipe à un moment donné se dire on tank, pareil pour New Orleans. Et en fait, je pense que eux, s'ils décident de tanker, ils vont tanker. C'est-à-dire qu'ils vont pas aller. S'ils peuvent gagner 0 match, ils le feront. Alors que nous, on n'a pas, comme on l'a dit, on l'a bien dit, on n'a aucun intérêt à ne pas gagner de match. Nous, il faut qu'on arrive à créer une culture, quelque chose, et essayer. Et évidemment, ça se crée un groupe en gagnant au moins un minimum de matchs. Donc c'est pour ça, moi, je leur donne 30 victoires. Je pense que oui, on a trop de faiblesses sur le plan offensif. Je pense que défensivement, on peut être une bonne défense. Je dis pas top 15, top 10, mais je pense qu'on peut être dans le top 20. Je pense qu'on est capable de défendre. Il y a des joueurs pour. Mais oui, offensivement, c'est trop compliqué. Et puis l'Ouest, c'est pas possible. À l'Ouest, il y a trop de talent, il y a trop de grosses équipes. Ça va être dur. Mais au moins, je pense que dans l'idée, c'est que au moins on le sait. On va pas. Je pense qu'on est tous fans des Suns. On part pas en se disant ah, on va faire une belle saison de play-in et tout. Non, on le sait. On sait que malheureusement, on va pas gagner énormément de matchs. On sait qu'on n'attend rien de cette saison. Tout ce qu'on attend, c'est plutôt de créer quelque chose avec ce groupe, de savoir quels sont les jeunes qui sortent un peu du lot et de créer une base, quoi. Mais oui, on va pas s'attendre. 13e place, c'est pas si dégueu. Tant pis, on donnera le pic à qui, hein, je sais pas, c'est qui, c'est les Nets qui ont sûrement notre pic de la saison prochaine. Donc, on va sûrement donner un top 10 choix de draft l'année prochaine. Ça me fout toujours un peu les boules, moi, perso, mais bon, c'est le jeu. Mais oui, donc on a à peu près un bilan équivalent, hein. On va vous afficher les bilans de chacun. Donc Corentin, Corentin, lui, il est chaud, hein. 34 victoires, il le sent bien, et Thierry est donc une 12e place en plus. Hein. Ah bah bien sûr que oui. Ouais, 12e place pour Corentin. Et nous, Thierry et moi, donc 30 victoires, 52 défaites, une 13e place. Dites-nous, vous, dans les commentaires, pour vous, comment va finir la saison des Suns, qui va être le bilan de nos Phoenix Suns. Est-ce que vous les voyez peut-être top 8 et puis une saison de fou malade? Et est-ce que, sinon, vous êtes comme nous, vous êtes réalistes, parce qu'on est des experts et vous les voyez en fin fond de l'Ouest? Je pense que c'est plutôt ce qui va arriver. Un dernier petit mot, les gars, est-ce que vous voulez finir sur quelque chose? Vous avez quelque chose à rajouter? Corentin, Thierry? Micro truc, le nouveau maillot, le 3e maillot des Suns là, qu'ils ont sorti là, Ouais, il très est incroyable. Voilà, c'était juste pour dire, voilà. sympa. Il est magnifique. Voilà. Ouais. Donc, encore des thunes de perdu, quoi. Ouais, c'est possible. Moi, j'ajoute juste un petit point, peut-être Thierry, tu auras quelque chose à dire. En ce moment, allez voir les finales, si vous pouvez, des Mercury de Phoenix. Voilà, c'est l'équipe féminine de Phoenix qui est actuellement en finale de WNBA. Donc, c'est exceptionnel, hein, on va pas se mentir, on ne se rend pas compte, mais peut-être les Phoenix va gagner un titre cette saison. Mais voilà, donnez la force. Moi, je partage les résultats, tout ce qui se passe en ce moment. Donc allez profiter parce que le basket féminin est très sympa à regarder, en toute honnêteté. Donc, voilà, allez-y. Thierry, tu avais peut-être un dernier petit mot à dire? Quelque chose que tu voulais rajouter? Ouais, j'envoie je souhaite beaucoup de courage et j'envoie toutes mes pensées aux supporters et à la fanbase des Clippers qui découvrent que Bradley Beal est déjà out pour la prochaine saison. Et je lui souhaite le pire, bien évidemment, pour cette belle saison 2025-2026. Pas out pour toute la saison. Il est blessé en début de saison. Il est un peu blessé pour le début, mais je lui souhaite. Mais je leur souhaite pour eux qu'ils ne foulent pas le parquet tellement les pauvres, ils savent pas quel cancer ils ont ingurgité. Bon, voilà, je crois que sur de belles pensées, on va finir là-dessus. Merci. Thierry, on se retrouve très vite, les gars. Dites-nous évidemment le bilan, mettez un petit pouce, un petit like, partagez. Et maintenant, c'est reparti pour cette saison 2025-2026. Et on vous attend tous et à très vite. À plus la team et à plus tard, Corentin, Thierry. On se À dit bientôt, ciao les gars. Allez, ciao. ciao.